Bonjour et bienvenue dans Pas Rock'n'Roll. Après notre dernier tournage, nous avons eu la visite de la Seconde Inquisition qui nous a demandé d'interrompre notre petite opération. Et étant donné qu'on ne peut pas rester 2 semaines sans tourner et que Tyker ne me met absolument pas la pression, petite vidéo d'introduction à Vampire la Mascarade. Donc on va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce que quoi c'est un vampire? Un vampire est une créature surnaturelle dont l'origine remonterait directement à Caïn, le premier fratricide. Comme quoi Dieu aurait maudit Caïn, Caïn aurait ensuite aurait maudit d'autres personnes, et ainsi de suite, descendant jusqu'à les semblables que vous connaissez aujourd'hui. Les semblables, qui est le mot poli, descendant directement du mot anglais kindred. Tu es aujourd'hui ce qu'on appelle une morte vivante. Comment ça, morte vivante zombie? Non. Non, vampire. Semblable. Le terme que nous employons est le terme semblable. Semblable. Oui. Nous estimons que c'est plus poli. Tu es entouré, pour ainsi dire, de tes semblables. Ah mais semblable dans quel sens? Enfin, c'est-à-dire... Les vampires sont répartis en, grossièrement, 3 sectes. Vous trouvez en premier lieu la Camarilla, aussi appelée Tour d'Ivoire, le palais. Imaginez-vous le pouvoir occulte, le gouvernement secret, les légions d'individus qui gouvernent le vrai pouvoir depuis les coulisses. La Camarilla s'est fait une spécialité de régner dans l'ombre. La mascarade est d'ores et déjà brisée en ce qui la concerne. Apprenez-lui les us et les coutumes, le Maine. Vous tous ici, faites de ces choses des membres de notre Camarilla. Pour des raisons assez évidentes. Cependant, étant donné que nous jouons en contexte V5, on reviendra sur les différences entre le système V20 et le système V5 très bientôt. La Camarilla est à l'heure actuelle particulièrement affectée, car la mascarade, qui est la loi principale sur laquelle est fondé leur groupe, leur secte, a été brisée au niveau national. Les gouvernements connaissent l'existence des vampires et luttent très activement contre eux. En l'occurrence, au moyen d'une véritable armée secrète portant le simple nom de Seconde Inquisition. Le deuxième de ces groupes est la communauté anarque. Des vampires qui respectent la mascarade, le principe de se dissimuler aux yeux de l'humanité, mais on fait le choix de repousser les lois extrêmement rigides de la Camarilla. Je veux pas être Oui, je vous écoute, oui, dérangeant, mais on m'a déconseillé de traverser la loi. Eh ben là, on te demande de le faire. Les remplaçant par leurs propres lois, leurs propres dogmes, leurs propres règlements, généralement basés sur un rapport de force ou sur le respect et la libre association entre individus. Anarchisme, anarque, le lien est facile. Le troisième groupe, beaucoup plus éparse en V5, est le sabbat, des vampires qui ont fait le choix de repousser totalement l'idée d'humanité et qui font le jeu du monstre sanguinaire, diabolique, que vous pouvez vous imaginer d'un vampire. Vous voyez un individu qui se balade dans les rues en hurlant « tout le monde va mourir ». Ouais, on est plutôt dans ce délire-là. Sauf que eux ne se cachent même pas de ce qu'ils sont. C'est genre le gars que vous allez filmer dans la rue en train de sauter sur un toit ou de retourner un camion à main nue. Ouais, ça c'est un sabbatique. Ou quelqu'un qui est vraiment pas bien. Ou un super-héros, vous choisissez. Vampire la Mascarade suit donc des groupes de vampires rassemblés sous divers noms, mais généralement le nom qu'on donne à un groupe de semblables est coterie. C'est un mot que vous m'avez déjà entendu employer pendant la campagne. Étant donné que maintenant nous allons entrer un peu plus dans le vif du sujet au niveau des intrigues politiques, des intrigues sociales et des intrigues simplement martiales, vous allez également m'entendre employer davantage de mots, de lexique ramenant à l'univers de vampires. C'est donc pour ça que cette vidéo est faite pour vous permettre d'y retrouver un peu votre latin. On va commencer très simplement avec les titres qui sont employés au sein de la Camarilla.
étant donné que notre groupe prospère au sein de la Camarilla, ces titres sont donc essentiels à la compréhension de qui et quoi. Au sommet de la chaîne alimentaire, au niveau d'Orléans, se trouve le prince d'Orléans, que j'ai mentionné dans la vidéo d'un prologue, qui se révèle être Charles d'Orléans, un personnage historique. Charles d'Orléans est donc le prince, l'autorité suprême de la Camarilla sur sa cité. Il y fait respecter les lois de la mascarade, les traditions de la Camarilla, que j'ai mentionnées. Donc, sur son domaine, il est le seul maître, il est le seul régent à décider de ce qui doit se faire ou ne pas se faire. Quel est le protocole, qui sera condamné, comment, pourquoi, il est le seul maître à bord. En dessous de Charles d'Orléans se trouve son sénéchal, le sénéchal d'Orléans et le Tarasque, un personnage dont on n'a pas encore eu une vision claire, dont on ignore totalement l'identité et dont on ignore d'ailleurs où il est, étant donné qu'il est porté disparu à ce moment de l'histoire. Donc, la charge du sénéchal est d'assumer la fonction du prince en son absence, mais également de décider de son gouvernement. C'est clairement, pour ainsi dire, il s'agit d'un premier ministre. Le troisième officier le plus important serait le prévôt, que vous avez vu en la personne de Louis d'Orpignan, l'individu qui a jugé Hermine et Gwen à l'Élysium. Louis d'Orpignan, en tant que prévôt, a donc la charge martiale de la défense et de la protection de la cité. Cependant, sans la présence du prince ou du sénéchal, Louis d'Orpignan est de fait le semblable politique le plus influent au sein de la Camarilla. Après Louis d'Orpignan, viendraient des fonctions peut-être plus sociales, comme les maîtres des harpies. Par exemple, Vipi est une harpie majeure, il est lui-même membre de l'organisation des harpies, mais il n'en est pas le responsable. Le responsable serait davantage la duchesse, un personnage que vous verrez plus tard. La fonction des harpies est de rassembler les ragots, d'apprendre quelle est la situation sociale au niveau de la politique, au niveau des semblables entre eux. Par exemple, quel semblable est par exemple en lien avec un autre, ou quel semblable doit quoi à qui. C'est le travail d'une harpie de savoir comment fonctionnent les jeux de salon. En dessous du prévôt se trouvent directement ses officiers, à lui, les sentinelles. Xolotl et Daniel sont les sentinelles de Louis d'Orpignan. Leur boulot, c'est d'agir physiquement sur le terrain. Si un problème se manifeste, c'est leur boulot de le régler. Un rôle qui n'a pas encore été clairement évoqué, mais au moins présenté en la personne d'Astrid, limière de son état, le fléau. Le fléau d'Orléans est Grégan, un autre personnage qui n'est pas encore apparu. Le fléau a pour autorité de chasser tout intrus et individu non présenté, non reconnu au sein de la cité. Autrement dit, Gwen aurait dû, en toute logique, être repérée par le fléau. Pourquoi ça n'a pas été le cas? En parallèle des officiers de la cour, que je viens de vous mentionner, se trouve la responsabilité de primogènes. Les primogènes sont les semblables les plus vieux ou les plus expérimentés, ou reconnus en tant que tels, de leur clan. Il y a un primogène par clan représenté sur le territoire de la Camarilla, et chaque primogène a désigné un fouet qui est le représentant de son autorité en son absence. Vipi, en l'absence du Tarasque, est le fouet du clan Nosferatu, et par conséquent, il dispose de l'autorité de son primogène. De l'autre côté de la Loire, au sud, se trouve la communauté anarque, et la communauté anarque a aussi des titres. En l'occurrence, des termes qui vont revenir un peu plus tard dans l'intrigue, comme le terme baron. Les baronnies représentent le territoire réclamé par la communauté anarque, et des barons sont à la tête de ces territoires. Il peut y en avoir un ou il peut y en avoir plusieurs en fonction de comment la baronnie fonctionne. De même que le terme baron peut être remplacé par d'autres. Président, commissaire, responsable, patron, tout simplement. Et se trouve également le dernier poste, et peut-être même le plus important de cette campagne, le rôle de médiateur. Le Maine, en tant qu'ancien anarque, a pour fonction primordiale de maintenir une bonne relation de voisinage entre camaristes et anarques. Il y a mis autant sa vie que son territoire en jeu. Il doit maintenir la paix à tout prix
et échanger les messages que l'un des deux parties a pour l'autre. Maintenant, intéressons-nous un peu plus à quoi ressemble une fiche de Vampire la Mascarade. Ouh, il y a du montage. Voici donc une fiche classique de Vampire la Mascarade, en l'occurrence c'est celle de Gwen, le personnage interprété par Nathan. Une fiche de personnage est donc répartie en attributs physiques, sociaux, mentaux. Dans ces attributs, on va retrouver tout ce qui va être conditions physiques, situation psychologique et sociale. Est-ce qu'un individu est fort, mais par exemple va manquer de charisme? Ou est-ce qu'un individu va être très intelligent, mais avoir un corps de maigrelet? Ce sont des choses très, très probables. Ces attributs sont essentiels au jet de dés, étant donné qu'un attribut est basiquement la première valeur sur laquelle se base un jet. Un attribut et une capacité. Les capacités sont réparties comme suit. Talent, compétence, connaissance, inné, acquis, savoir. Dans ces capacités, on va y retrouver, donc, par exemple, est-ce qu'un personnage sait se battre, connaît les codes de la rue? Est-ce que ce personnage sait comment interpréter une histoire, sait comment fonctionne la loi, sait se servir d'un ordinateur? Toutes ces questions-là se retrouvent dans les connaissances, les compétences et les talents. Les jets fonctionnant comme ceci, attributs et capacités. Supposons donc que, comme Gwen, je veuille faire un jet de perception. J'entends des bruits particuliers. Bah, maintenant tu es littéralement beaucoup plus sensible à tout, donc sur Oui. le principe... Sur le principe, est-ce que j'entends des choses, des bruits qui pourraient me faire comprendre qu'il y a une menace qui pourrait se cacher autour de nous? Je vais te répondre... vigilance et perception. Difficulté 6. Je vais donc prendre les 2 dés qu'il dispose dans son attribut de perception, et je vais y ajouter la vigilance, les 2 dés qu'il a dans son attribut, dans sa capacité de vigilance. Ce qui me donne donc 4 dés qu'il va pouvoir lancer. Mon travail en tant que compteur est d'imposer une difficulté à ce qu'il va faire, 6. Ce que je demande donc à Damien, ou à Gwen, ou à n'importe quel joueur, est donc de dépasser cette difficulté. La difficulté standard est 6. Dans le jet que je viens de faire, il y a 1 succès, 2 succès, 3 succès, 3 dés qui vont au-delà du chiffre que j'ai demandé, 6. 8, 9 et 6. Ce qui me donne donc 3 succès. Mon action est une réussite. Il suffit d'un seul succès sur tous les dés pour que l'action soit un succès. À la seule condition suivante, plus il y a de succès, plus l'action est réussie. De même, pour un seul succès, je ne suis pas obligé de lui donner tous les détails de son succès. A l'inverse, supposons qu'il m'ait fait 2 10. Les 10 correspondent à des succès critiques. Il m'en faut 2 pour qu'il débloque automatiquement 4 succès. A l'inverse, tous les 1 ôtent des succès sur les jets. Et ce, même en cas de situation critique. Toute absence de succès entraîne un échec. Mais des succès échoués par double 1 provoquent un échec critique et des conséquences dévastatrices. Quelles conséquences dévastatrices? C'est là qu'entrent en jeu les vertus. Il y a 3 vertus jouées à Vampire la Mascarade. La conscience, ou la conviction, en fonction de la voix de votre personnage, on y reviendra. La maîtrise de soi, ou l'instinct. Et le courage. La conscience est l'état psychologique de votre personnage vis-à-vis de la loi. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Plus votre personnage est consciencieux ou a une certaine conviction, moins il se permettra d'aller à l'encontre des dogmes moraux. La maîtrise de soi et l'instinct définissent clairement à quel point le personnage se tient éloigné de son prédateur naturel, la bête.
dont dépendent également son score en humanité. On va y revenir. Le courage, pour finir, définit comment ce personnage réagit face à une situation de stress ou qu'il sort totalement de l'ordinaire. Croiser un monstre ou une autre créature fantastique, manifestement hostile, pourrait avoir un choc particulier et impliquerait un jet de courage. C'est par exemple ce que j'ai demandé à Hermine lorsqu'elle a été envoyée d'une salle où on a manifestement décidé de la voir mourir, avec un groupe de parfaits inconnus pour monter dans une voiture. Un observateur extérieur te dirait vous êtes en train de procéder à un enlèvement, parce qu'ils sont pas l'air d'être vraiment très Tout va bien. Ça va bien, ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est à ce moment-là où je vais demander à Hermine de me faire un jet de courage. Hermine, elle fait, du coup, elle a compris qu'en fait, ça craignait d'avoir le nez négatif, elle force le... Oui, Et mais ça malgré tout, je te rappelle Jet de que tu es en train de vivre traumatisme sur traumatisme, donc là tu vas devoir me faire un jet de courage. Tu vas prendre donc les dés que tu as, et je vais te demander de faire pareil, on va dire un dé 6, en difficulté 6. Tu dois faire au-delà de 6 avec tes dés. Je pense que n'importe qui ferait preuve de stress. Parmi les avantages qu'il y a à être insemblable, viennent leurs pouvoirs magiques, si on peut les appeler comme ça. Ces disciplines, comme est leur nom technique, sont un regroupement de tout un tas de compétences que des semblables sont capables d'exploiter. Tous les clans, répartis en lignées sanguines, disposent de facultés et de disciplines différentes, mais toutes reliées par leur fondateur originel. Et pour finir, on y retrouve les historiques. Les historiques sont concrètement tous les éléments de background de votre personnage qui peuvent avoir un impact sur l'histoire. Est-ce que votre personnage est riche? Est-ce qu'il est connu? Est-ce que les mortels pourront reconnaître son visage dans la rue? Est-ce que votre personnage a déjà un passif au sein de la Camarilla et peut l'exploiter? Toutes ces questions-là vont dans les historiques. Arrivent enfin les éléments les plus importants de la fiche de vos personnages, leur lien à l'humanité, leur volonté et leur réserve de sang. La voie de l'humanité, via Humanitas, est l'élément de base d'une fiche de personnage, étant donné qu'elle définit très clairement quel est le rapport de votre personnage à nous, les humains. Plus un personnage a de points dans son humanité, plus il est humain. Des vampires peuvent par exemple aussi être plus humains que des êtres humains, car à certains stades, une simple pensée égoïste suffit pour les faire déchoir. L'humanité définit à quel point votre semblable est capable de tenir face aux aléas de la vie nocturne. Plus un personnage a de volonté, plus il est capable de relancer ses jets. Il peut par exemple choisir de faire le sacrifice d'un point de volonté pour obtenir un succès automatique. Très utile si une action indispensable nécessite d'être faite. C'est par exemple ce que Dorian a fait lorsqu'il voulait impérativement réussir le rituel pour déterminer le lignage d'Hermine. De ton côté, tu vas me faire un jet donc de thaumaturgie auquel tu vas ajouter donc ton intelligence. Et tu vas faire donc de difficulté 7, s'il te plaît. Donc du coup, je prends un dé par point de volonté. Qui est pour une volonté. Non, parce que ça m'a mentionné un jet de volonté. Non, je te demande pas, non, je te demande pas de faire je te demande de simplement me prendre les points que tu as en thaumaturgie. D'accord, point de thaumaturgie plus mes points d'intelligence. Thaumaturgie et intelligence. D'accord. Difficulté 7. De difficulté 7. Et donc là, c'est... Je vais utiliser un point de volonté déjà. D'accord, donc tu as un succès déjà basiquement. Plus un semblable tire sur la corde au niveau de sa volonté, plus ce personnage va également devenir amorphe. Un personnage qui n'a plus de volonté préférera s'en aller tout simplement plutôt que continuer. Pour terminer, la réserve de sang. Chaque semblable peut ingérer une certaine quantité de sang, de même que ce sang puisse venir à manquer et demander donc un jet de maîtrise de soi pour éviter que le prédateur qui sommeille en eux, la bête, surgisse et se mette à agir de manière complètement frénétique. Le sang alimente également leur pouvoir et leurs facultés. Un semblable qui ne dispose plus de points de sang passe en frénésie. Plus un personnage perd de sang, plus un personnage faiblit.
Comme nous jouons au jeu dans son système V20, nous exploitons également le système nature, attitude, concept, génération. La nature et l'attitude sont des boussoles morales de vos personnages. L'attitude définit votre personnage lorsqu'il est en public. La nature définit votre personnage lorsqu'il est dans le privé. Il y a des mots types, des mots-clés, des archétypes précis qui correspondent à ces états. Je vous fais bien sûr grâce d'en apprendre plus sur Gwen. À vous de découvrir ça ou de l'interpréter en jeu. Son concept est donc un militant écologiste. À vous de voir dans quelle mesure et de quelle manière cela se voit à l'écran, à travers son jeu. Quant à sa génération, la génération détermine à quel niveau ce personnage se situe vis-à-vis de leur fondateur absolu, Cain. Gwen est un vampire de 10e génération. Il est donc l'arrière petit descendant de Cain. La génération de base d'un semblable de Vampire la Mascarade étant la 13e, un semblable de 10e génération a de quoi élever des soupçons sur qui est son sire, assez puissant, assez ancien, et également, si Gwen, vampire de 10e génération, est dans la nature, il est temps de s'interroger à celui d'Hermine, lui-même de 9e génération de fait. Hermine, du clan. Nosferatu, 10e génération. Et c'est à ce moment-là que certains de nos spectateurs vont se demander pourquoi ils jouent en V20 et pas en V5. Évidemment, il y a des différences assez importantes. Le système V20 est un système avec lequel la plupart de nos participants ont littéralement grandi, ont vécu, joué et surtout apprécient. Le système V5 a certes des défauts, n'est pas parfait, mais bien que très divertissant, il ne correspond pas forcément à la façon dont nous avons de jouer. Nous avons donc simplement choisi d'appliquer le système V20 en jeu et d'utiliser le lore de la V5 pour le contexte. Pourquoi ? Difficile de jouer en 2025 sans se dire que le lore de la V5 n'y est pas applicable. Pour conclure, Vampire la Mascarade est probablement l'un des jeux de rôle pour lequel j'ai, à titre personnel, énormément d'affection. C'est un jeu très complet, c'est un jeu très varié, il est possible de jouer autant les pires salopards que les êtres les plus bons. Et j'ai hâte de voir ce que mes boucs émissaires, mes agneaux sacrificiels, mes joueurs vont m'offrir et vous offrir comme spectacle. À très vite pour de nouveaux épisodes dans la plus noire des cités royales.